Bonsoir. Le Niger sous le choc après la mort de 71 soldats dans l'attaque d'Inates. La région du Sahel, sur le qui-vive, cherche une réponse plus efficace aux assauts répétés des groupes armés. Les chefs d'État du G5 Sahel se sont réunis en urgence à Niamey après la tragédie d'Inates, alors qu'un sommet de clarification qui devait se tenir à Pau en France à l'appel du président Emmanuel Macron a été reporté à janvier. Les groupes terroristes mettent la pression sur des forces de sécurité qui essaient de s'ajuster pour mieux faire face à la menace djihadiste. Quelle stratégie face aux groupes armés dans le Sahel? Quel rôle pour la communauté internationale dans cette lutte contre le terrorisme? Comment rassurer une opinion publique de plus en plus sceptique? Autant de questions que nous allons aborder au cours de ces 30 prochaines minutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et la Mauritanie ont décidé de renforcer leur coopération. Ils ont également appelé la communauté internationale à les soutenir pour endiguer le péril djihadiste qui frappe de plus en plus leur pays. Initialement prévue à Ouagadougou, la réunion a été relocalisée dans la capitale nigérienne en signe de solidarité après la sanglante attaque du camp militaire d'Inates au Niger. Les explications de Blanche Sano. La force du G5 Sahel, soutenue par la France et les États-Unis, tente de combattre les insurgés islamistes. Cependant, près de 3 ans après son lancement, le G5 Sahel reste sous-financé et entravé par une mauvaise coordination. Sur nos positions militaires, les assassinats des populations civiles, notamment les chefs traditionnels locaux, les enlèvements de personnes au Mali, au Burkina et au Niger deviennent de plus en plus fréquents. La riposte doit donc être planétaire. Nous attendons donc de la communauté internationale qu'elle assume sa part de responsabilité. Nous attendons d'elle qu'elle fasse son devoir. Un appel à l'aide qui intervient au moment où le sentiment anti-français commence à prendre le dessus au niveau de la population ouest-africaine. Le président français Emmanuel Macron avait d'ailleurs convoqué une réunion à ce sujet, une rencontre qu'il a dû reporter après l'attaque au Niger. Plus tôt dimanche, les dirigeants des pays du G5 Sahel ont visité les tombes des 111 soldats tués à Inat, près de la frontière malienne. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, alors que des militants liés à Al-Qaïda continuent de renforcer leur présence dans la région. Voilà, donc c'était les explications de Blanche Sanou. Et pour le débat, nous avons donc 3 invités. À Nouakchott, Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Niagale Bakayoko à Paris, vous êtes président de l'African Security Sector Network. Et avec moi ici à Washington, Michael Shurkin, politologue au groupe de réflexion Rand Corporation. Bonsoir et merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Ahmedou Ould Abdallah. Ce sont les armées maliennes et burkinabées qui subissaient le plus d'attaques ces dernières années. Cet assaut contre les militaires nigériens est-il une surprise pour vous? C'est une armée réputée également, non? Merci de me donner l'occasion de parler sur ce sujet. D'abord, rapidement, je déplore la mort de tous ces braves soldats nigériens et leur capitaine, un colonel très connu et respecté. Deuxièmement, cette attaque a eu lieu dans une région des 4 frontières où on se souvient en octobre 2017, une attaque a eu lieu qui a mené, entre autres, à la mort de 4 soldats américains. Donc c'est une zone dangereuse. Il faut cependant se rappeler qu'avec le terrorisme, et on l'oublie toujours, il n'y a pas de guerre rangée, il n'y a pas de front, il n'y a pas d'armée classique. On parle de guerre asymétrique. Asymétrique, par surprise, l'ennemi peut apparaître de n'importe où. Ce n'est pas une guerre entre armées classiques où il y a une ligne de front. Donc, je ne suis pas énorme, mais pour nos armées, c'est des coûts énormes, des coûts de logistique, le fait qu'il n'y ait pas de ligne de front. Enfin,
l'un des dangers, n'est-ce pas, c'est pourquoi on n'est pas très surpris, c'est qu'on ne fait pas face à un seul groupe terroriste. Mais il y a au moins 3 groupes terroristes. Il y a AQMI, qui est très ancienne, relativement. Il y a le groupe des Amis de l'Islam et autres avec Iyad Aqali. L'autre, c'est Abu Hammam. Et récemment, donc, il y a Daesh qui a revendiqué cet attentat. Donc, on peut revenir sur tous ces détails, si vous le permettez, M. Ould Abdallah. Je vais à Paris. Niagale Bakayoko, les chefs d'État du G5 ont réaffirmé sans embâche leur appel à la communauté internationale. Le président Issoufou avait même parlé, avant cette rencontre, d'une nécessité de traiter la crise sécuritaire dans le Sahel au même titre que l'Afghanistan ou l'Irak. C'est un appel qui a des chances d'être entendu? Alors en effet, le président Issoufou milite depuis très longtemps pour la mise sur pied d'une coalition internationale qui soit comparable à celle qui a été mise en place au Moyen-Orient. Il milite également pour le renforcement du mandat et le placement sous chapitre 7 de cette force conjointe du G5 Sahel, et également pour que la MINUSMA, donc la mission de l'ONU actuellement au Mali, soit doté d'un mandat beaucoup plus offensif. Est-ce que cela a des chances d'être entendu? La question sera présentée encore au Conseil de sécurité, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a relativement peu de candidats actuellement pour s'engager de manière plus offensive. Déjà que cette force a des problèmes de financement. Alors cette force a non seulement des problèmes de financement, puisque un grand nombre de promesses de dons qui avaient été formulées lors de conférences de donateurs ne se sont pas matérialisées, mais cette force a aussi, à mon avis, un problème de mandat, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le CONOPS, le concept d'opération de la force, actuellement l'autorise uniquement à intervenir dans le cadre de patrouilles qui se situent de 50 km de part et d'autre des frontières des 5 pays membres. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça ne permet pas d'avoir une grande mobilité pour faire face à une menace qui est multiforme. D'accord. Alors, Michael Shirkin, récemment, dans une interview avec des confrères français, vous ne sembliez pas très optimiste concernant la situation dans le Sahel. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Je suis pessimiste parce que, bon, on voit que la violence monte, donc il y a encore de violence, mais aussi on ne voit pas, on a du mal à percevoir des signes d'amélioration des forces de sécurité locales. Il y a aussi le problème que tout le monde parle des vides de gouvernance. Tout le monde est d'accord qu'il faut que les gouvernements locaux fassent un effort plus grand pour gouverner. Et j'ai du mal à discerner des indications qu'on fait ça. D'accord. Alors, Ahmadou Ould Abdallah, cet appel à la communauté internationale intervient au moment où une bonne partie de l'opinion publique dans cette région ne semble pas apprécier l'action de la France dans le Sahel. Et ces chefs d'État sont-ils entre le marteau et l'enclume ici? Écoutez, moi je comprends bien le désarroi des chefs d'État de ma région. Et des populations? Parce que la guerre dure depuis au moins 2014. Disons, l'intervention française pour aider le Mali a eu lieu en janvier 2013, mais effectivement, les troupes africaines, auxquelles il faut rendre hommage, pas par facilité ni démagogie, elles se sont distinguées pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais le contexte est différent. Elles sont sur le front depuis 2013-2014. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de... Ils ont énormément de difficultés, les gens sont découragés, démoralisés. Est-ce que l'appel va être entendu? Je pense que ça va être très difficile. Il y a eu des troupes en Afghanistan et en Irak. Il y a eu des troupes également en Somalie. Je parle des troupes des Nations Unies sous le leadership américain, qui paye 32%. Parce qu'il faut choisir ou la démagogie ou parler honnêtement à mes frères africains. En Afghanistan, comme en Somalie, c'était sous la direction américaine qui paye 32%
du budget du maintien de la paix. Il y avait pour les États-Unis un intérêt vital. Et quand elles ont vu que l'affaire ne marchait pas, elles se sont retirées de Somalie. Elles se sont retirées d'Irak. Elles sont en négociation pour se retirer de l'Afghanistan. Donc, nous, du Sahel, qui avons ces bons soldats qui sont sur la brèche depuis longtemps, dans un territoire immense, sans infrastructure, qui n'ont pas de congés depuis longtemps, qui n'ont pas de primes de guerre, nous devons réfléchir, pas idéologiquement, mais pragmatiquement. Comment faire en sorte qu'il y ait des consensus. Je suis peut-être en avance. Il faut mobiliser le front intérieur de la population. D'accord, il faut mobiliser l'opinion publique et s'engager ensemble dans cette guerre. D'accord. Niagale, le président Macron veut une clarification venant des chefs d'État de la région sur l'opération Barkhane. Le sommet qui devait se tenir à Pau a d'ailleurs été reporté, mais certains en Afrique n'ont pas aimé le ton. Qu'est-ce qui doit être fait pour vous, pour que tout le monde soit sur la même page? Alors effectivement, la façon dont le président Macron s'est adressé au chef d'État du G5 a été perçue comme une convocation davantage qu'une invitation à se concerter. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde est en train de faire des efforts pour rapprocher les positions, puisque le président Macron lui-même a manifestement prévu de se rendre au Niger pour se recueillir sur les tombes des soldats. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a vu aussi le communiqué final du G5 Sahel. Je vous parlais du mandat de la force, cette question du CONOPS. Les 5 États ont décidé de revoir ce concept d'opération. C'est un point extrêmement important. Ils ont aussi mis l'accent sur la dimension non pas seulement militaire, mais sur la dimension criminelle de ce conflit. Parce que la façon dont les groupes armés, les groupes djihadistes aujourd'hui perdurent et se développent à avoir aussi beaucoup avec de la criminalité organisée, avec l'exploitation même d'un certain nombre de ressources naturelles ou de ressources du pastoralisme. Donc en effet, toutes ces questions-là doivent être prises en compte et je pense qu'il est bon que chacun ait décidé de réfléchir avant de se retrouver en janvier pour donner un nouvel axe stratégique à l'approche qui doit être menée. D'accord. Alors, Michael, cette semaine, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Sherry Norman, a également critiqué, disons, les pays qui sont touchés en disant que ces pays ne font pas assez. Mais les États-Unis semblent plutôt privilégier une coopération directe avec ces pays, n'est-ce pas, plutôt que de passer par le G5. Est-ce qu'on peut parler d'une différence d'approche entre la France et les États-Unis concernant la situation dans le Sahel? Il n'y a pas de grande différence, sauf que la France s'intéresse beaucoup plus au Sahel que les Américaines, qui est normal. Enfin, ça s'explique facilement. Mais aussi, je crois que ce n'est pas correct de dire que les États-Unis ne s'intéressent pas à soutenir le G5, parce que même du point de vue financier, les États-Unis le soutiennent. 5 milliards et demi. Oui, mais je sais que l'administration Trump est un peu méfiante des organisations multilatérales, comme ça, multinationales, et on préfère de travailler d'une façon un peu plus bilatérale. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadrice quand elle dit que les pays concernés eux-mêmes ne font pas assez? Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Si on prend la communiqué dont Niagale a évoqué tout à l'heure, la communiqué dit des choses très bonnes, très correctes, mais il y a une grande différence entre ce qu'il dit qu'il faut faire et l'action. C'est ça, c'est l'implémentation des choses qu'on dit qu'il faut faire. Et c'est dans ce domaine-là, je trouve que les chefs d'État des gouvernements des pays sahéliens, ils ne font pas un effort suffisamment fort. D'accord. Alors, Ahmedou Ould Abdallah, est-ce que vous voyez une différence d'approche dans la manière de combattre le terrorisme dans le Sahel? Les États-Unis sont présents, mais c'est surtout dans le domaine du renseignement. Oui, les États-Unis sont présents dans le Sahel depuis 2002, depuis le début du terrorisme. Ils avaient fait une initiative militaire qui a permis de former des troupes de Guinée
mais surtout Mali et Niger. Pan Sahel Initiative, qui a été après transformée. Alors, pour des raisons purement, à mon avis, administratives, les États-Unis, et je les comprends, ils ont une réserve, disons, des réserves vis-à-vis des institutions. Ils préfèrent aider bilatéralement. Et je ne propose pas. Mais l'essentiel est que les deux pays, la France et les États-Unis, on a la chance que les armées s'entendent bien. Il y a parfois des problèmes amicaux, des divergences amicales entre le Quai d'Orsay et le State Department. Je n'ai pas la connaissance de cause, mais les militaires en général s'entendent très bien. D'accord. Donc, le problème aujourd'hui est pragmatique. Est-ce qu'il faut aider une institution ou est-ce qu'il faut aider les troupes? Ça, c'est entre... Et vous, Niagalé, c'est un problème d'approche ou de coordination, de ce qui se passe dans le Sahel, pour vous? Alors moi, je pense que plus largement, la question qui se pose est celle de la définition de l'adversaire qu'on a en face. Est-ce qu'on lutte vraiment uniquement contre le terrorisme? Et qu'est-ce que ça signifie lutter contre le terrorisme? Le terrorisme, c'est une méthode de recours à la violence extrême et qui en général touche aussi les civils. La question est absolument fondamentale puisqu'on s'aperçoit que la crise à laquelle on a affaire, est en réalité multidimensionnelle et que notamment les groupes armés qui sont en présence, certains en effet font allégeance à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique, mais il est très important de voir que ces groupes sont très ancrés localement, voire ont pour origine certaines communauté. Donc il est très difficile de considérer qu'on lutte contre un ennemi unitaire. Donc moi, en effet, je pense que cette question d'approche, elle est absolument fondamentale, mais au niveau stratégique. Redéfinir ce contre quoi et contre qui on lutte. Et justement, avant d'aller aux réactions de nos téléspectateurs sur Facebook, Michael, justement, en parlant d'approche, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies a évoqué également la question du développement, qui est tout aussi importante. Oui, c'est très important. Donc, il y a dans le côté sécuritaire, mais aussi le développement et aussi la gouvernance. Et sans s'adresser à la gouvernance et au développement, je crois qu'on n'aura aucun succès du point de vue militaire. À cause du fait que, comme Niagalé a dit, ce n'est pas une interaction avec un groupement, avec des motivations très simples. Ce sont plutôt un complexe d'interaction des groupements qui ont pris des armes pour des motivations très, très complexes. Ce sont des conflits locaux. D'accord. Alors, je vous le disais tantôt, nos téléspectateurs ont été très nombreux à réagir sur Facebook. Je commence par Emmanuel Kayanda à Lubumbashi, qui estime que pour mettre fin à ce phénomène, les pays africains doivent s'unir en impliquant toute la population avec un système d'information efficace. Il faut régler la question de la pauvreté et la répartition inégale des richesses. À la communauté internationale de s'attaquer à ceux qui financent et octroient des armes à ces groupes armés. Alpha Yogouba à Conakry nous dit qu'il faut que les dirigeants acceptent de s'asseoir avec les représentants des groupes armés pour discuter. Certains pays européens négocient avec les terroristes, pourquoi pas nous? Alphonse Mbouaki à Kinshasa a écrit « Nos armées doivent compter d'abord sur elles-mêmes ». C'est le cas de l'armée camerounaise qui traque elle-même les djihadistes et les forces extérieures ne viendront qu'en appui. Voilà juste quelques-unes de ces réactions Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. On
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum.